Bonjour à toutes et à tous, herkese merhabalar. Bienvenue sur le podcast turc, le seul et unique podcast qui vous rapproche de la culture turque. Je suis Péline, créatrice et autrice sur le site internet leblogd'istanbul.com. Leblogd'istanbul.com, c'est le site qui vous aide à vous expatrier et à voyager en Turquie et à Istanbul. N'hésitez pas à aller y faire un tour, leblogd'istanbul.com. Alors mes chers amis, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé, qu'on ne s'est pas écouté et ça m'avait beaucoup manqué. J'espère que vous m'en voulez pas trop. Il y a eu quelques petits soucis ces derniers temps, des interviews qui devaient se faire qui ne se sont finalement pas faites, des audios d'enregistrement que j'avais fait qui se sont perdus parce que chaque début d'année j'efface beaucoup de choses sur mon ordinateur ou alors je les transvase sur mes disques durs et puis finalement j'ai effacé trop de trucs. Bref, ça arrive. Et puis entre-temps, j'ai eu des petits changements professionnels, pas trop le temps de m'occuper de tout ça. Bref, voilà. En tout cas, je suis de retour. Et dernièrement, j'ai fait un tweet qui a pas mal été retweeté et liké et ça a ouvert une conversation. J'ai repartagé d'ailleurs ce tweet sur Instagram. Vous pouvez me suivre sur Instagram, @blogistanbul ou alors sur Twitter. Je crois que sur Twitter, mon nom c'est le blog d'Istanbul. Je suis plus trop sûre. Bref, vous trouverez ça dans les liens du podcast ou en barre d'infos. Et en fait, sur ce tweet, je parlais du fait que en ce moment, j'avais qu'une envie, c'était d'acheter une petite cabane au bord de la mer, genre dans une région comme Muğla, qui est une des régions les plus prisées de la Turquie, et juste de me couper du monde. Parce que sérieusement, entre tout ce qui se passe dans le monde, plus l'anxiété qu'apporte le fait de rester à la maison, de ne pas pouvoir voir ses amis, de ne pas pouvoir aller à des événements, etc. Ça fait qu'on a vraiment envie de partir sur le bord d'une mer et de vraiment couper avec le monde. Je vous avoue que le fait de traîner sur Twitter n'aide pas beaucoup et que c'est une très très mauvaise idée, je vous le déconseille. Mais voilà, j'ai juste tweeté ça. Et il y a plein de gens qui m'ont répondu, que ce soit sur Instagram, Twitter, et qui m'ont dit « Ah ouais, moi aussi c'est mon rêve » ou alors « Ah bah moi, je suis déjà en train de réaliser ce rêve » ou alors « Bah écoute, je suis sur le point d'acheter, je veux acheter en Turquie, est-ce que tu peux m'aider ou est-ce que tu as des astuces, etc. » Et ça m'a donné l'idée de faire ce podcast parce que effectivement c'est une question qui revient assez régulièrement, que ce soit sur le blog ou sur Instagram. Et j'ai un petit peu d'expérience là-dedans, pas forcément parce que j'ai acheté des choses en Turquie ou que je suis dans l'immobilier, mais parce que voilà, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui ont acheté ou alors dans ma famille, il y a des gens qui achètent, qui vendent, etc. Et je connais pas mal de choses là-dessus. Et j'ai notamment failli acheter 2 appartements à Istanbul, une fois en 2012 et une fois en 2014. Et je vous avoue que je me mords les doigts aujourd'hui de ne pas les avoir achetés parce qu'ils étaient extrêmement bien positionnés vu que maintenant juste devant il y a le métro qui passe et qu'à l'époque il passait pas. Mais bon voilà, ça s'est pas fait, kısmet nasip, ça veut dire que c'était pas censé se faire. Notamment pour des soucis. Alors il y avait un des apparts que je voulais acheter qui, en fait quand on est allé faire une demande à la banque pour faire un crédit, la banque a dit que le bâtiment n'était pas... Enfin, le bâtiment était sur une route, une route de la ville, quoi. Et donc, il est illégal, le bâtiment. Pourtant, c'est un grand bâtiment en plein milieu. Enfin, vraiment, c'était vraiment pas du tout prévu. Enfin, je m'attendais vraiment pas à ce que la banque me dise ça. Et quand un bâtiment n'est pas comme ça dans les règles, etc., les banques ne peuvent pas donner de crédit. C'est pas qu'elles veulent pas, je pense qu'elles voudraient bien, mais elles ne peuvent pas, c'est pas légalement possible. Donc du coup, je n'ai pas pu acheter cet appart qui aujourd'hui vaut son quadruple, même plus, 10 fois son prix. En même temps, vous savez, je parle en lira, hein, quand
quand on change la monnaie et qu'on passe ça en euros, je sais pas, je pense même que j'aurais peut-être perdu de l'argent en fait. Mais voilà, et le deuxième bien que j'ai voulu acheter, c'était un bien dont la propriétaire était une femme âgée, et puis quand ses enfants s'y sont mêlés, ils ont triplé le prix, et finalement ça s'est pas fait. Mais voilà. Avant de commencer à parler de tout ça, j'aimerais vous parler de la mentalité des Turcs vis-à-vis de l'immobilier. Alors, vous n'êtes pas censé savoir que la Turquie, c'est un pays qui quand même est extrêmement vaste. Et il y a une culture quand même de l'appréciation de la terre. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais c'est vrai que avoir des terres en Turquie, c'est quelque chose qui est assez commun et c'est quelque chose qui est très valorisé. Donc les Turcs, quand ils étaient moins nombreux, donc nos ancêtres se partageaient les terres. Voilà, je ne sais pas trop comment ça se passait, mais en tout cas, tout le monde avait son petit terrain là où il vivait. Et en fait, avec le temps, forcément, ces gens ont fait des enfants, qui ont eux fait des enfants, etc. Et donc, aujourd'hui, les Turcs, en général, sont souvent propriétaires ou ont été propriétaires et puis ils ont vendu pour acheter machin. Mais voilà, c'est quelque chose d'assez commun, en fait, d'être propriétaire d'une petite terre. Alors, si vous êtes chanceux, on va dire, en fait, vous êtes issu d'une grande ville comme Istanbul, Ankara ou Izmir, ou même, allez, soyons fous, Bodrum. Et dans ce cas-là, vous êtes très bien loti parce que votre terre initiale vaut maintenant beaucoup plus... Enfin, voilà, c'est une des terres les plus prisées de la Turquie. Mais dans la majorité des cas, quand même, les gens qui ont des terres ou qui en avaient, c'était plutôt dans les villages, voilà, dans les petites villes, etc. Je peux prendre l'exemple de ma mère qui est Trabzonlu, qui est issue de Trabzon, de la ville de Trabzon dans la région de la mer Noire. Et en fait, son papa avait une grande parcelle de terre avec plein d'arbres noisetiers, je crois que c'était. Et donc du coup, voilà, c'était vraiment une terre importante pour mon grand-père parce que grâce à cette terre, il arrivait à subvenir aux besoins de sa famille, étant donné que c'était une terre cultivable, et puis en plus il y avait la récolte, etc. Et puis c'est comme ça qu'ils faisaient leur pain, quoi. D'ailleurs, littéralement, ils faisaient aussi leur pain sur cette terre. Il y avait un ocak, comment on dit, un fırın, je sais plus, là, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé français, mais vous avez compris. Et donc du coup, ils faisaient vraiment leur pain eux-mêmes, quoi. Et donc du coup, quand mon grand-père est décédé, il avait 7-8 enfants, donc tout le monde s'est un peu partagé les terres, etc. Et aujourd'hui, la toute petite parcelle qui a été donnée à ma mère n'est pas très utile. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, il y a les chanceux qui ont des terres dans les grandes villes, et puis il y a ceux qui ont des terres dans des endroits où c'est pas forcément valorisé, ou alors si c'est valorisé, s'il y a beaucoup d'enfants dans la famille, de génération en génération, ce qui vous revient est petit. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que en Turquie, les gens ont l'habitude en fait d'avoir des terres ou d'avoir des biens. J'ai pas envie de dire immobilier, mais vous avez compris. Et ça crée beaucoup de guéguerres. Enfin, vraiment, c'est un sujet tabou, mais c'est un sujet. Plus les gens aspirent à de meilleures conditions de vie, et plus ils se font la guerre entre frères et sœurs pour des parcelles de terre, pour des appartements, une fois que les parents décèdent, en fait, il y a toujours des problèmes avec tout ce qui est bien, patrimoine commun entre frères et sœurs, etc. Et ça, c'est vraiment terrible. C'est un fléau, je pense, que les gens perdent la tête avec ça. Et moi, j'ai beaucoup d'amis dont les parents ne parlent plus avec les oncles, les tantes, les machins, parce que ils n'ont pas réussi à s'entendre sur qui devait récupérer telle terre ou tel appart ou je sais pas quoi. Et donc voilà, je voulais juste mentionner ça. Et ce qui est intéressant dans ce sujet, c'est que en tant qu'enfant d'immigré, alors moi je suis enfant d'immigré première génération, bien que ma sœur soit encore plus première génération, mais je veux dire, mes frères et sœurs et moi, nous sommes la première génération après mes parents qui, eux, sont des immigrés en France. Donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est que notre patrimoine,
il est en Turquie. Ce qui est différent des Français qui sont en France, qui habitent en France, des franco-français, qui, eux, ont leur patrimoine souvent en France. Donc, moi, je me rappelle quand j'étais gamine, mes copines, elles avaient une maison en Normandie, une maison de vacances, une maison dans le sud, ou même si c'est pas une maison, ils avaient un petit appart ou un truc. Et nous, notre maison, elle était à Izmir. Donc, je faisais partie de ces chanceux, entre guillemets, parce que mon père, il a réussi à investir à Izmir. Et voilà, on a une maison familiale à Izmir qu'on essaye de vendre d'ailleurs, qu'on va peut-être vendre prochainement. On y pense avec mes frères et sœurs et ma mère. Mais voilà, donc nous, notre patrimoine, il est en Turquie. Et ça commence à changer, c'est-à-dire que les Turcs de France, deuxième, troisième génération, eux préfèrent acheter en France parce qu'ils vivent en France, ce qui est logique. Et puis s'ils ont de l'argent arabe, eh ben, ils vont investir en Turquie, ce qui est tout à fait logique. Moi, quand on me parle d'acheter en Turquie, je conseille aux gens de voir leurs priorités. Où est-ce que tu vis? Est-ce que tu veux acheter quelque chose juste pour les vacances? Si c'est le cas, est-ce que ça vaut le coup? Parce qu'il faut savoir que une maison de vacances en Turquie, en fait, vous allez l'utiliser un grand maximum 1 mois dans l'année. Allez, on va dire 2 mois. Si vous êtes plusieurs frères et sœurs ou quoi, peut-être un petit peu plus. Mais en réalité, le reste du temps, cette maison va être vide. Et il faut savoir que une maison, c'est des frais, c'est des coûts. En fait, acheter une maison de vacances, c'est pas du tout un investissement. C'est-à-dire que sur le long terme, ça ne va absolument rien vous ramener. Au contraire, ça va vous faire dépenser de l'argent parce que c'est de l'entretien. Pas seulement genre le plafond qui coule, il faut le réparer, je sais pas quoi. C'est aussi de l'entretien à l'année. Il faut payer quelqu'un pour qu'il prenne soin de votre jardin, qu'il fasse des contrôles. Puis s'il y a le moindre souci, par exemple, ma tante a une maison à Seferihisar et au mois de, je crois que c'était en septembre, il y a eu un tremblement de terre et il y a eu limite un tsunami qui a englouti les premières lignes de maison. Elle est sur la deuxième ligne, donc elle était chanceuse. Mais la première ligne de maison ils ont dû vite intervenir pour que la maison ne pourrisse pas, parce qu'en général, les maisons de vacances comme ça, au bord de la mer en Turquie, enfin, surtout dans cette cité, je pense que ça se fait plus trop, mais c'est des maisons un peu en bois, ou alors le patio il est en bois, donc voilà, ça nécessite de l'entretien, et s'il y a un raz-de-marée comme ça, il faut forcément intervenir vite pour que ça pourrisse pas en fait. Et si vous êtes en France et que vous voulez une maison en Turquie, faut prendre ça en compte. Et moi j'ai une autre tante qui a une maison à Çeşme. Toute l'année, elle paye un bahçıvan, donc un jardinier, pour qu'il prenne soin de son jardin et qui check un peu la maison de temps en temps, voir que il n'y a rien aux alentours, il n'y a pas un intrus qui est venu s'incruster ou des trucs comme ça. Donc voilà. Pourquoi je parle de ça? Attends. Parce que à la base, je voulais vous parler du patrimoine. Ah oui, voilà. Donc, quand vous achetez quelque chose, je pense qu'il faut se poser la question de quel est mon objectif. Si vous allez réellement avoir... si vous avez de l'argent en rab, que vous n'avez pas de nécessité dans l'endroit où vous vivez et que vous voulez vous acheter une maison de vacances pour l'utiliser une fois par mois et que vous avez les moyens d'effectivement pouvoir entretenir cette maison, pourquoi pas? Enfin, vous faites ce que vous voulez, hein, mais moi je pense que c'est dans cette optique-là qu'il faut penser à peut-être acheter quelque chose, surtout une maison de vacances au bord de la mer en Turquie. Après, si on parle d'investissement, aujourd'hui à Istanbul, c'est clair que les prix ont augmenté en soi. C'est-à-dire que pour les Turcs, acheter un bien, c'est pas moins cher qu'il y a 1 an, 2 ans. Les prix sont élevés et d'ailleurs les propriétaires montent les prix avec le marché en fait. Quand ils voient que les taux d'intérêt baissent, quand ils voient que l'euro baisse, l'euro monte du coup, et
eux, automatiquement, ils montent les prix aussi. C'est-à-dire que moi, ma maison à Istanbul, à Izmir, pardon, je vous dis une bêtise, mais disons qu'elle valait 100 000 liras. Bah, depuis que le cours a augmenté fortement, bah, ma maison, elle vaut plus du tout 100 000 liras. Là, elle vaut 300 000, 400 000. Enfin, je dis n'importe quoi, hein, c'est pas du tout les prix, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, certes, en Turquie, à Istanbul, dans les grandes villes, les maisons sont abordables pour des gens qui viennent avec des euros, mais pour les locaux, ces maisons-là sont toujours assez chères. Donc ça, c'est un truc à prendre en compte. Mais investir dans une grande ville comme Istanbul, si vous en avez les moyens, c'est quelque chose qui va toujours être intéressant, étant donné que, surtout aujourd'hui, les prix paraissent bas pour quelqu'un qui gagne de l'euro, et surtout, une grande ville comme Istanbul va toujours prendre de la valeur. Quand je dis ça, vous voyez, j'ai un peu du mal là. Je bloque un peu, je tique un peu. Et pourquoi je tique un peu? C'est parce que quand je dis ça va toujours prendre de la valeur, ça c'est comment dire, c'est une règle standard. Sauf que pour la Turquie, c'est un petit peu différent. Enfin, pour les grandes villes de la Turquie, c'est un peu différent. Enfin, ça c'est une impression, il faudrait aller voir un professionnel pour voir ce qu'il en pense. Moi je suis pas professionnelle, mais là je vous donne mon avis. Je pense que dans un pays dont l'économie et potentiellement la politique est aussi instable, et je pèse mes mots quand je dis ça, hein, est aussi instable que Istanbul et la Turquie en général, euh, la valeur de ce que vous allez acheter aujourd'hui ne va pas augmenter de manière fulgurante très vite. C'est-à-dire que si vous achetez aujourd'hui, ne pensez pas que demain vous allez revendre à 3 fois son prix. Non, non, non. Je pense que si vous êtes dans une optique d'investissement pour un achat en Turquie, il faut penser très long terme. C'est-à-dire que penser 10 ans, 15 ans, avant de peut-être avoir un retour sur investissement qui est intéressant. À moins que vous tombiez sur des très bonnes affaires qui sont très peu chères et que dans 3-4 ans, la zone, par exemple, va augmenter en valeur. Par exemple, c'est un quartier où il n'y avait pas le métro et d'un coup, il y a le métro qui arrive. Mais ça, clairement, c'est très rare maintenant parce que ça, fallait le faire en fait vers 2010. Aujourd'hui, les zones qui... Bah déjà, les zones où le métro va arriver sont déjà préétablies. C'est-à-dire que Istanbul, la ville d'Istanbul, s'est tellement développée au niveau de ses infrastructures et de ses transports en commun que on sait déjà dans 10 ans quel type de métro on aura, pratiquement. Vous voyez? Du moins, si nous, on ne le sait pas, il y a d'autres gens qui le savent déjà, c'est-à-dire des gens haut placés, haut dirigés, etc. Et je ne sais pas si vous saviez, mais quand le troisième grand pont d'Istanbul s'est fait, enfin, quand il a commencé à être prévu, on va dire, tous les hommes d'affaires étaient au courant. Et ils ont tous acheté des terres aux alentours des pieds des deux côtés, en fait, de la rive, au pied du pont, du troisième pont, parce qu'ils savaient que ça allait prendre énormément de valeur. Donc voilà, pour vraiment faire de très bonnes affaires, aujourd'hui c'est devenu de plus en plus difficile parce que les terrains sont limités, hein, j'ai envie de vous dire, et la ville s'étend, mais jusqu'où? Donc pour avoir les bonnes affaires, faut connaître des gens et il fallait s'y prendre un peu plus tôt. Aujourd'hui, c'est vraiment, le type de bonnes affaires que vous pourriez faire, c'est si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a un appart à vendre et qu'il est pressé et qui serait prêt à faire une énorme remise, là, c'est une bonne affaire. Ça peut être une bonne affaire. Mais tomber sur l'affaire du siècle à Istanbul aujourd'hui parce qu'il y a un métro qui va passer et que du coup ça va prendre de la valeur, c'est devenu extrêmement compliqué. Et comme je vous disais, en plus, comme c'est un pays instable, j'ai un ami qui a acheté à Beylikdüzü et qui a acheté en dollars, ce qui est une très grande erreur. Il ne faut jamais acheter en monnaie étrangère. Je crois que c'est interdit d'ailleurs maintenant. Ouais, c'est interdit. Mais à l'époque, c'était pas interdit. Il a acheté en dollars un appartement à Beylikdüzü. Aujourd'hui, cet appartement en dollars, je sais plus exactement c'est quoi le délire, mais en tout cas, ce qu'il m'a dit, c'est qu'aujourd'hui, il a perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. S'il avait acheté en lire, il s'en sortirait, enfin, de ce qu'il m'a dit.
mais encore une fois, bon, je suis pas experte, mais en tout cas, je sais que il a perdu de l'argent avec cet appart et qu'il est un peu dégoûté et qu'il aurait préféré investir ses, je sais pas si c'est 30 000 euros ou 40 000 euros, il aurait préféré les investir à l'étranger parce enfin voilà, c'est ça le risque d'acheter dans un pays qui est instable comme ça, c'est que votre argent peut perdre énormément de sa valeur si vous achetez en euros et dans ce cas-là, bah, en fait, vous vous retrouvez perdant. Donc voilà, ça c'était ma petite parenthèse. Si vous l'avez bien compris, du coup, là où les villes, enfin, là où l'immobilier est extrêmement mis en valeur et extrêmement valorisé, c'est dans les grandes villes, donc Istanbul, Izmir. Izmir prend énormément de valeur, c'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'à Izmir, c'est devenu difficile de trouver des bons plans, alors qu'il y a encore 3-4 ans, vous achetez à Izmir tranquille, hein, il n'y avait pas de souci, vous aviez un petit appart pour 50 000 euros sans problème. Aujourd'hui, c'est devenu un peu plus compliqué parce que tous les Stambouliotes se sont mis à déménager du côté d'Izmir, et on les comprend. C'est les Izmirlis qui sont hyper vénères à cause de ça parce que le trafic a énormément augmenté. Moi, mes cousins, ils me disent mais venez pas, quoi, laissez-nous tranquille. Parce qu'il faut dire que la vie à Izmir est très paisible. Vous pouvez écouter mon épisode sur Izmir. Je vous ai fait un épisode sur la vie à Izmir. Je sais plus c'est quel épisode du podcast, mais vous pourrez regarder ça. Et c'est vrai que la vie à Izmir est extrêmement paisible et les gens sont cool, sont relax, ils sont pas pressés, ils sont pas... Voilà, moi je vois mes cousins, ils vivent leur meilleure vie, ils sont pas dans le stress. Bon, le seul stress qu'il pourrait y avoir, c'est qu'il n'y a pas de boulot. Ça c'est un problème à Izmir. Quand il n'y a pas de boulot, bah, c'est compliqué. Il faut aller dans la grande ville. Et les Izmirliens détestent Istanbul. Ils ne veulent pas du tout y aller. Mais voilà, c'est un endroit relax. Et les Istanbuliens, ils arrivent avec leur stress, avec leur klaxon, avec leur voiture grand gabarit, etc. Et ça ne plaît pas aux locaux. Bref. Mais Izmir, c'est une ville qui prend beaucoup en valeur. Ankara, c'est une ville qui a toujours été stable, on va dire, au niveau de sa valeur, mais qui est une ville importante. Et puis, il y a les villes comme Bodrum, Çeşme, qui ont explosé ces dernières années. Bon, Bodrum, déjà, vous savez, Bodrum, c'est le Saint-Tropez de la Turquie. Donc, Bodrum, ça a toujours été un endroit extrêmement prisé, extrêmement cher au niveau de l'immobilier. Mais dernièrement, les zones autour d'Izmir, c'est-à-dire Çeşme, bon, Alaçatı, de toute façon, c'est extrêmement cher, mais Çeşme a beaucoup pris en valeur. Les petits coins, en fait, de la péninsule de Çeşme sont devenus très, très, très chers. Nous, on pensait peut-être acheter dans un coin, et puis finalement, cette année, on s'est rendu compte que c'est extrêmement cher. C'est Férissage, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai une autre tante qui a une maison là-bas. Bah maintenant, c'est extrêmement cher d'acheter là-bas. Et puis aussi, avec le Covid, ce qui s'est passé, c'est que les gens d'Istanbul, qui avaient des maisons à Bodrum, Çeşme, machin, sont restés à Bodrum, Çeşme, etc. Donc, des zones qui, initialement, étaient très calmes l'hiver, sont aujourd'hui aussi bondées et aussi actives que des grandes villes. Et qui dit activité et population importante dit commerce, dit voilà, toute la vie augmente, enfin comment dire, pas la vie mais les prix augmentent en fait. Et donc du coup l'immobilier augmente aussi. Donc Bodrum était déjà très cher, mais aujourd'hui c'est encore plus cher. Ça, c'est limite, voilà, ça va devenir comme Istanbul. Et puis toutes les autres villes au bord de la mer, notamment dans la région de Muğla, qui était assez raisonnable jusqu'à présent, commence à prendre énormément de valeur. Vous savez, sur la région de Muğla, même, je dirais même sur toute la côte, que ce soit Antalya ou Fethiye, même Kuşadası, j'ai envie de dire. Kuşadası, c'est un peu le coin des Franco-Turcs ou des Turcs d'Allemagne, mais on va dire Fethiye, Didim aussi. Il y avait quoi d'autre? Kaş et Antalya, Alanya. Voilà, toutes ces zones-là sont des zones qui, depuis des années, c'est pas nouveau, mais qui sont surpeuplées d'étrangers qui viennent l'été, et notamment d'Anglais, d'Allemands et de Russes. Là, ces derniers temps, les Russes aussi sont pas mal implantés.
achètent des maisons. Donc, il y a tout un coin à Fethiye, enfin, je ne sais pas si vous voyez un peu Fethiye, mais il y a un endroit qui s'appelle Kayaköy là-bas. Donc, c'est un ancien village grec abandonné. Et en fait, il y a toute une partie résidentielle là-bas. C'est que des maisons dont les propriétaires sont étrangers. Je crois que là-bas, il y a beaucoup d'anglais. Et donc voilà, y a vraiment beaucoup déjà d'installations d'étrangers dans ces zones-là. Aujourd'hui, il y a aussi les gens d'Istanbul qui veulent s'y installer, si ce n'était pas déjà fait. Et puis, il y a les Turcs de France, il y a même des Français de France qui veulent acheter maintenant en Turquie. Enfin voilà, ça commence à vraiment faire beaucoup de gens qui veulent acheter dans ces zones-là. Donc du coup, bah forcément, les prix sont de plus en plus élevés. Alors, comment ça marche quand vous voulez acheter une maison en Turquie? C'est pas très différent d'ailleurs. Il y a des agents immobiliers. Euh, alors, si vous êtes par exemple en France et que vous voulez acheter en Turquie, moi, mon conseil, ce serait d'aller sur place. Bien sûr, vous pouvez prendre contact avec des agents immobiliers de loin, mais je vous dirais que ce n'est pas la meilleure solution, surtout si vous connaissez peu le coin ou que vous ne connaissez pas l'agent immobilier, genre c'est pas une recommandation ou quoi. Je vous déconseille vivement de faire confiance à quelqu'un, surtout les agents immobiliers. C'est le deuxième métier le plus dénigré de Turquie après les taxis. Euh, les chauffeurs de taxi sont les premiers à vraiment ne pas être du tout de bonne image pour la Turquie, mais les agents immobiliers sont très très proches parce que honnêtement, ils connaissent toutes les magouilles pour vous arnaquer tout simplement. Et donc du coup, il faut faire très très attention. Moi, mon conseil, ce serait plutôt d'aller sur place, de passer un certain nombre de semaines sur place, de faire de sillonner et de regarder, de visiter un maximum de biens pour se faire une idée de ce qu'on veut et de savoir précisément quels sont les prix, de demander à droite à gauche, de parler avec des propriétaires peut-être, que ce soit étrangers ou locaux, et de visiter un maximum d'agents immobiliers au possible. Après, vous avez les agents immobiliers qui s'appellent les emlakçı, mais vous avez aussi les gayrimenkul, İnşaat Gayrimenkul, je crois que ça s'appelle. En fait, c'est des sociétés de construction qui vendent eux-mêmes les biens, et souvent c'est des biens tout neufs, puisque c'est cette société de construction qui achète le terrain, qui construit des biens, donc des bâtiments. Cet été, j'étais à Didim, j'ai parlé avec un de ces constructeurs justement. Ils construisent un bâtiment avec, disons, une dizaine d'appartements, et ensuite ils vendent eux-mêmes, donc ils font le rôle d'agent immobilier en vendant eux-mêmes leurs biens. Et si vous passez par eux, du coup, directement, vous avez des prix assez intéressants, et en plus, vous avez un bien neuf. En général, quand vous arrivez dans ce genre de... parce qu'ils ont des boutiques, en fait, enfin, c'est pas des boutiques, mais ils ont des bureaux, mais de toute façon, vous les voyez, ils sont toujours au rez-de-chaussée, enfin, c'est comme si c'était une boutique, en fait, mais c'est un bureau, et là, vous avez des photos, des bâtiments, de l'intérieur, etc. Et si vous rentrez par exemple, disons que vous êtes à Didim, et que vous rentrez dans un de ces bureaux-là, vous dites voilà, moi je recherche ça, mon budget est tant, et le monsieur va vous dire s'il a un bien correspondant, et en général ils se connaissent les uns et les autres, donc s'il n'a pas, il vous envoie vers quelqu'un d'autre, mais s'il a, directement il prend son trousseau de clés et il vous fait visiter le maximum de biens possibles. Et ça, je trouve que c'est quand même assez sécurisé. Si vous achetez à travers ce genre de bureau, ça peut être plus intéressant que de passer par un intermédiaire plutôt, qui est un emlakçı qui lui va se prendre déjà une com, et en plus parfois ils font des petites magouilles que vous comprenez pas, et puis finalement vous vous en rendez compte 6 mois après. Donc voilà. Mais ça ne veut pas dire que les inşaatçı, donc les gens qui vendent dans leur bureau là, ça ne veut pas dire qu'eux aussi ne font pas de magouille, hein. Parfois, il faut très bien contrôler les papiers, il faut aussi bien contrôler les biens, parce que parfois les biens ne sont pas ce qu'ils disent qu'ils sont. C'est-à-dire que, je sais pas, vous vous rendez compte du jour au lendemain que il va y avoir une autoroute qui va se construire juste devant votre maison, tu vois, ou juste devant le bâtiment dans lequel vous avez acheté un appartement. Ou alors...
ils n'avaient pas les autorisations adéquates, etc. Enfin, il faut vraiment faire très très attention. En fait, moi je pense qu'il faut systématiquement faire contrôler tout type de papier qu'on va signer par un avocat sur place. Et un avocat qu'on a choisi nous-mêmes, si possible un avocat qui parle anglais si vous ne parlez pas le turc. Et il y en a, hein, il y en a. Il y a des avocats partout en Turquie. Les avocats, c'est pas ce qui manque. Mais c'est juste qu'il faut trouver les bons interlocuteurs. Et pour ça, je pense que le mieux, c'est de parler avec des propriétaires qui sont déjà sur place. Et il ne faut pas hésiter, hein, vraiment, il faut aller voir les gens. Les gens sont très... Enfin, surtout si c'est des coins au bord de la mer, etc. Les gens sont très détendus. Le plus simple, moi je dis, c'est d'aller dans des bars ou des cafés où les étrangers traînent, par exemple. Je dis tout ça si vous êtes étranger, hein, parce que si vous êtes turc, vous avez moins de risques, même si vous avez toujours un risque de vous faire avoir. Moi-même y compris, hein, c'est partout pareil, hein, même en France, vous pouvez vous faire avoir, il n'y a pas de règle, hein. Les escrocs sont partout. Mais si vous êtes étranger, oui, allez parler avec des étrangers sur place, c'est la meilleure chose à faire. Donc voilà, moi ce que je conseillerais, c'est d'aller sur place, de regarder, à la rigueur de prendre contact avec des personnes, et puis de se faire sa petite idée, et puis d'y retourner pour acheter. Alors comment on achète ? C'est tout simple. Alors il y a une histoire il y a un truc à payer. Franchement, faut voir ça quand vous êtes prêt et que vous allez acheter. De toute façon, c'est une procédure simple. Il y a un truc à Reish Bedele, hein. Je sais plus, ça correspond au mètre carré par rapport au quartier où vous achetez, il faut payer un truc. Donc vous, comme le vendeur, vous devez payer une certaine partie de cette somme-là qui s'appelle le Reish Bedele. Et ensuite, vous allez au Tapu Müdürlüğü, donc c'est l'endroit, c'est le bureau qui gère les... Tapu, c'est quoi en français ? Je me rappelle plus. Tapu, c'est quoi en français ? Oh là là, j'ai oublié un des mots les plus importants quand on veut faire un podcast sur l'immobilier, ce serait tapu, et j'ai oublié. Vous savez, le papier qui dit que c'est bien votre appartement, quoi. Enfin, je sais pas, le bail. Non, c'est pas le bail puisque vous n'êtes pas locataire, mais le bail, mais version propriétaire. Je sais plus là, j'ai pas le mot qui vient, mais voilà. Donc vous allez dans le bureau qui gère ce genre de documents. Là-bas, vous faites votre demande. En général, si c'est un bureau qui n'est pas dans une trop grande ville, ça se fait dans la journée. Et une fois que vous avez fait cette demande-là pour en fait transvaser le bien vers vous, enfin que le propriétaire vous donne le bien, et donc il faut y aller ensemble, il faut donner ses papiers d'identité, etc. Je ne sais pas trop comment ça se passe pour les étrangers, mais ça ne doit pas être trop différent. Et une fois que c'est fait, vous avez, dans les 2 jours, vous devez faire la transaction auprès des banques. Et une fois que vous avez fait la transaction, vous allez chercher votre nouveau tapu. Et puis c'est fait, quoi. Ça a l'air simple comme ça, mais franchement, une fois que vous êtes dedans, c'est la course un petit peu. Et puis il faut suivre, faut se faire accompagner. Faut pas avoir peur de demander de l'aide parce que c'est des choix et c'est des actes très importants. Et il faut absolument être au courant et avisé de la moindre petite chose qui puisse se passer. Vous voyez. Dernièrement, pour finir ce sujet, parce que je pense que j'ai fait le tour, je voulais vous parler d'un truc. En ce moment en Turquie, enfin je ne sais pas si vous suivez la chaîne Daire. Daire, c'est une chaîne YouTube qui, en fait, c'est un peu comme Architectural Digest. En fait, ça a copié un peu le modèle de on visite une maison, le propriétaire nous fait visiter, c'est un peu un room tour, vous voyez, un house tour, un truc comme ça. Puis la maison est super design, donc il y a des petits détails et le propriétaire vous raconte, ça on l'a fait comme ça on l'a fait. Cette chaîne est super. Bon, c'est en turc, il y a certains épisodes qui sont traduits en anglais si vous mettez les sous-titres, mais cette chaîne est superbe parce que vous voyez des maisons superbes. En général, les propriétaires sont des architectes, donc du coup, vous êtes dégoûté parce que vous arriverez jamais à un niveau aussi excellent de décoration ou d'aménagement, etc. Moi, parce que moi, je suis vraiment une brêle en déco. Je tiens ça de ma mère, on n'est pas du tout... voilà, c'est pas notre truc, quoi. Donc quand je regarde ces trucs-là, je suis vraiment émerveillée. Et donc cette chaîne Daire, donc qui s'écrit Daire, vraiment, elle est vraiment magnifique et elle m'a fait me rendre compte à quel point
les Turcs ne sont pas en retrait par rapport à cette tendance à aller vers des biens plus petits. C'est-à-dire que vous connaissez sûrement le concept de tiny house, les petites maisons, les maisons minimalistes, on va dire. Et les jeunes couples turcs vont de plus en plus vers ce type de logement, alors qu'en Turquie, à la base, les logements étaient très grands. Si vous allez par exemple dans le quartier de Kurtuluş à Istanbul, vous allez voir les appartes sont énormes. Enfin, moi je me rappelle, j'ai une copine qui habite à Kurtuluş, enfin elle habite toujours d'ailleurs. Son salon, c'était mon appartement entier en fait. Ils sont énormes leurs appartes, ils ont des longs couloirs, voilà, ils ont des balcons. Et ben ça, c'est typiquement le type de surface qui existe dans les grandes villes, etc., des apparts d'avant. Aujourd'hui, les nouveaux constructeurs et les nouvelles constructions de bâtiments, il y en a partout maintenant. Hein. Même l'autre jour, je regardais une vidéo sur Malatya. Apparemment, ils ont fait plein de nouveaux bâtiments. Bah, ces nouveaux bâtiments sont hyper petits par rapport à ce à quoi les Turcs étaient habitués. Donc, je vous disais, Kurtuluş, les bâtiments, les apparts sont hyper grands, mais il n'y a pas longtemps, j'ai une copine qui a emménagé à Göztepe. Göztepe, les apparts, mais un 1+1, donc ça fait F2, je crois, en France. Les 1+1 sont rikiki, la cuisine est dans la salle de bain, enfin, c'est un truc de fou. Donc, clairement, ça change. Depuis ces 10 dernières années, les constructeurs ne font plus du tout des grands appartements. Limite, ils font même plus de balcons, ce qui est horrible pour les Turcs parce que ils nous mettent des Francis balcons, là. Vous savez, les balcons où il n'y a pas de balcon, en fait, c'est juste une baie vitrée, quoi. Et c'est horrible pour les Turcs parce que les Turcs vivent dans leur balcon, quoi. Si vous écoutez mon épisode sur Izmir, je crois que j'en avais parlé aussi là-bas. Et ben, par exemple, typiquement à Izmir, les maisons ont toutes des balcons. C'est impossible de faire une maison à Izmir sans balcon parce qu'il fait chaud toute l'année, les gens boivent leur thé tous les soirs sur leur balcon. Donc voilà. Et les anciens appartes ou même les anciennes maisons à Izmir sont énormes, énormissimes. Mais ça commence à changer et les jeunes couples se rendent compte que en fait, c'est plus du tout raisonnable de vivre dans des grands apparts comme ça. Et puis aussi, il y a cette tendance à être minimaliste, mais hyper design, et à trouver des solutions pour avoir, je sais pas moi, des trucs cachés dans la maison. Par exemple, vous tirez un tiroir et là, vous avez le frigo qui sort, ou je sais pas, je dis n'importe quoi, mais vraiment, des trucs super ingénieux. Et j'ai découvert ça sur la chaîne d'Aile, et je trouve ça vraiment étonnant pour les Turcs parce qu'ils sont tellement habitués à vivre dans des grands espaces. Mais en fait, c'est logique parce que la population augmente énormément. Et donc, du coup, comme la population augmente, faut dire ce qui est. Hein. Maintenant, ça coûte super cher de vivre dans des grands apparts. Donc, du coup, les jeunes couples n'ont pas envie de dépenser tout leur argent dans les apparts. Et donc, ils préfèrent vivre soit dans des tiny houses et donc s'éloigner des grandes villes et acheter un petit terrain et se construire une petite maison d'un conteneur. Enfin, vraiment, ils font des trucs de fou. Soit vivre dans des plus petits espaces, mais hyper bien aménagés. Et donc, encore une fois, c'est un souci d'économie, quoi, parce que ça coûte cher maintenant de vivre dans des grands espaces à Istanbul ou même dans d'autres villes en Turquie. Et donc, il y a cette tendance de tiny house qui est en train de faire surface. Et j'ai un de mes anciens partenaires qui m'a dit que du coup, niveau business, ça va pas trop en ce moment vu qu'ils sont dans le tourisme. Et donc, du coup, ils sont en train de développer un concept de tiny house c'est pas eux qui développent le concept, mais il y a beaucoup de constructeurs qui se sont tournés vers la construction de tiny house, comme ça se fait en Suède ou en Norvège. En fait, ça vient de chez eux, de toute façon, ce concept, je crois. Et il y a des constructeurs, en fait, qui vous font une maison pour, je sais pas moi, 25 000 euros, une petite maison de tiny house, donc, qui vous pose là où vous voulez sur votre terrain, vous voyez. Et il y a plein d'entreprises qui se sont développées comme ça en Turquie. Et donc, du coup, mon ancien partenaire me disait qu'il va commencer à commercialiser ce genre de maison, notamment les faire construire en Turquie, puis les vendre en Europe.
Donc c'est intéressant. Et ben même en Turquie, les gens sont intéressés par ce type de projet. Ah oui, il y a aussi un truc qui est marrant, c'est que sur YouTube, si vous faites un tour sur YouTube, enfin si vous parlez turc, parce que sinon c'est compliqué, mais il y a plein, déjà, bon, parlant de YouTube en Turquie, c'est devenu incroyable. Si vous tapez des recettes de cuisine, vous allez tomber dans le gouffre des mamas de l'Anatolie qui se sont mis à YouTube, mais c'est un truc de malade. En général, c'est leur fils ou leur mari qui prennent leur portable et qui filment leur femme ou leur mère faire la cuisine. Ou alors ils filment les marchés de... Je sais pas moi, ils sont par exemple à Kayseri, ils vont au marché, ils filment ça et ça dure des heures. Ça dure des heures. J'étais tombée sur un YouTuber, du coup, on va dire ça comme ça, qui filme le marché. Il parle avec chacun des marchands du marché et la vidéo dure 2h30 et la vidéo, elle a 200 000 vues. C'est incroyable. Et donc, il y a ces autres youtubeurs turcs, on va dire, qui sont spécialisés dans l'immobilier. Donc, en fait, si vous tapez Arsa, donc qui veut dire terrain, Arsa, je sais pas moi, Bodrum, Muğla, ou je sais pas, et ben vous allez tomber sur des vidéos d'hommes, enfin c'est souvent des hommes, j'ai pas vu de femmes pour l'instant, j'espère qu'il y en a, mais j'ai vu que des vidéos d'hommes, qui vous expliquent, alors il y a ceux qui vous expliquent comment trouver un bon terrain, il y a ceux qui vous expliquent comment eux ils ont trouvé un bon terrain, et il y a ceux qui vous font vraiment un tour des terrains qui sont achetables, qu'il faut acheter, qu'il faut pas acheter, qui vous donnent des conseils, qui vous disent qu'est-ce qu'il faut acheter pour un projet sur le long terme, qu'est-ce qu'il faut acheter pour un projet sur du court terme, si vous voulez acheter pour revendre. Il y a des chaînes entières dédiées que à ces sujets-là et c'est des chaînes qui sont extrêmement visionnées. Elles ont explosé pendant le Covid parce que les gens, c'est une réalité, les gens veulent partir de la grande ville. Même Paris, c'est vidé, c'est littéralement vidé. Je connais plein de Parisiens qui sont partis de Paris. Alors il y en a qui sont allés à Dubaï, j'ai pas compris, mais il y en a aussi qui sont allés dans d'autres villes, qui sont en Turquie, c'est pareil. Et les gens n'en peuvent plus de la grande ville. Rester confiné tout un week-end dans votre appartement à Istanbul, surtout si c'est un nouvel appartement où il n'y a pas de fenêtre ou alors pas de balcon, c'est la mort. Donc du coup, il y a beaucoup de gens qui se renseignent et donc ces vidéos-là explosent en compteur. Les mecs font des 1 million, 2 millions, 3 millions de vues en expliquant comment ils ont acheté leur parcelle de terre à comment ça s'appelle à Didim ou je dis Didim mais Didim j'ai pas trop vu dans les vidéos comme ça c'est plutôt en fait ce genre de vidéos c'est de mecs qui achètent mais pas forcément au bord de la mer c'est plutôt dans les terres pour vraiment une vie plus paisible à la campagne c'est pas venez acheter une maison au bord de la mer quoi. Mais bon, ça doit sûrement exister, il doit sûrement y en avoir aussi. Donc voilà, le concept de tiny house, le concept de s'acheter un terrain pour se construire une petite cabane, c'est extrêmement, extrêmement répandu et ça va se développer encore plus parce que si j'ai bien compris, Covid Mama va rester encore un petit moment avec nous, ce qui me désole beaucoup. Et donc du coup, ça se compte sur quelques années quoi. Et les grandes villes, là, c'est plus possible, quoi. C'est vraiment plus possible. Voilà. Bon, j'ai fait le tour, j'ai beaucoup parlé, j'ai hâte d'avoir vos retours. Est-ce que vous rêvez d'aller acheter quelque chose en Turquie, que ce soit pour investir ou une maison de vacances ou qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez surtout pas à alimenter la conversation, à me dire si vous avez des choses à rajouter sur ce que j'ai dit. Et puis si vous avez des expériences, alors ça ce serait super intéressant d'avoir des expériences de personnes qui ont acheté, que ce soit des bonnes ou des mauvaises expériences, vous pouvez nous raconter ça en commentaire, n'hésitez surtout pas. Et aussi, pour mon avis personnel, moi j'ai toujours voulu, enfin voilà, moi je suis une fille de la Méditerranée et j'ai un peu ce rêve de vivre là-bas. Et aussi de vivre... moi, mon grand idéal, ce serait de vivre sur une île. Je ne sais pas si vous me suivez depuis longtemps, mais si vous le
me suivez sur mon blog, vous savez que j'ai un amour pour l'île qui s'appelle Gökçeada, qui est à côté de Bozcaada, qui est pas très loin d'Ayvalık. Et voilà, toutes ces îles-là dans la Méditerranée ou de la mer Égéenne sont des îles qui me font rêver. J'aimerais beaucoup toutes les visiter. J'en ai déjà visité pas mal, mais vraiment toutes les visiter, en choisir une, m'acheter un truc là-bas et puis ne plus jamais sortir de l'île. Après, c'est quelque chose que j'ai déjà fait. J'ai déjà passé pas mal de temps sur des îles en Méditerranée. Et parce que vous savez, il y a le rêve et la réalité. Et je m'étais dit, vas-y, teste pour voir si vraiment ça te plairait dans un futur proche ou lointain de vraiment faire ce rêve. Et en fait, j'ai kiffé, quoi. C'est vraiment kiffant, la vie là-bas. Donc voilà. Moi, ce serait ça, mon rêve. Et c'est pour ça que j'avais tweeté ça. Et c'est pour ça que j'en faisais la blague et que finalement, je me suis rendu compte que j'étais pas la seule. N'hésitez pas, la boucle est bouclée. J'ai commencé avec le tweet, j'ai fini avec le tweet. On peut finir ce podcast. N'hésitez surtout pas à commenter, liker, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, si vous suivez sur YouTube. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur les applis de podcast. Le podcast s'appelle Le Podcast Turc. Il est dispo sur Spotify, Apple Podcast et compagnie. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Kendinize iyi bakın. Ciao.